Bonsoir, voici les titres de cette édition. Entrée en vigueur de l'obligation d'étiquetage des aliments contenant du soja ou du maïs transgénique. L'avertissement consommateur est valable pour toute l'Europe. Opération policière internationale anti-pédophile dans 21 pays, dont les États-Unis. Plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées. Charles Millon exclu du groupe parlementaire de l'UDF pour compromission avec l'extrémisme de droite. Monsieur Charles Millon est notre invité. Johnny Hallyday tente un pari fou au Stade de France. En compagnie de Michel Drucker, nous verrons comment l'idole des jeunes descendra du ciel. À compter d'aujourd'hui, les consommateurs que nous sommes pourront exiger d'être informés précisément sur la présence ou non dans les produits alimentaires d'organismes génétiquement modifiés, les OGM. C'est une réglementation européenne, mais les modalités précises de cet étiquetage ne sont pas encore vraiment définies. Comment savoir si ce que nous mangeons a été génétiquement amélioré? Voici l'explication avec le reportage de Marie-Pierre Samitier et Jean-Louis Bousser. Généralement, je fais toujours les produits les moins chers. Je ne regarde pas les étiquettes. Je fais attention aux promotions et tout ça, plutôt. Certains ne voient que les promotions, écrites en gros, mais ceux qui refusent les produits modifiés génétiquement devront aussi regarder les emballages de très près. La nouvelle réglementation européenne prévoit que les OGM soient mentionnés. Or, c'est sur la liste des ingrédients écrit en tout petit. C'est le cas de ces cannellonis surgelés qui ont un emballage conforme à la nouvelle législation. Difficile de repérer les organismes transgéniques. Génétiquement modifiés. Ce serait écrit en gros, ce serait mieux, mais il faudrait pas avoir à chercher, je pense. Vous l'achetez ça ou pas? Non, jamais. Beaucoup refusent par principe tout aliment modifié génétiquement, mais nous en avons tous déjà consommé sans le savoir, car les OGM sont entrés à notre insu dans de nombreux aliments. On en trouve dans les produits américains importés, mais aussi dans les biscuits, les barres chocolatées et tous les produits qui contiennent de la lécithine de soja. Lécithine à base de soja transgénique venue des États-Unis. Or, la lécithine fait partie des additifs et la réglementation européenne a tout prévu sur les ingrédients, mais n'a encore rien édicté sur les additifs. Même si des analyses prouvent que tel produit contient un additif issu de soja, par exemple la lécithine, et qu'elle est transgénique, il n'y a pas obligation de le noter sur la composition parce que cet additif ne rentre pas dans la réglementation. Actuellement, seuls les produits biologiques ne contiennent aucun organisme génétiquement modifié. Des OGM qui peuvent avoir des répercussions sur la santé, car en les consommant, certains risquent de développer des allergies ou de résister à certains antibiotiques. Oui, mais les méthodes de détection des organismes génétiquement modifiés ne sont pas encore homologuées par la Commission européenne de Bruxelles. Cependant, à Montpellier, les chercheurs du laboratoire de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, établissent sur des séries de produits très divers de consommation courante des conclusions d'analyse assez surprenantes. Reportage de Romuald Bonan et Frédéric Delarue dans ce laboratoire qui fait partie des 4 laboratoires français du réseau européen de détection des organismes génétiquement modifiés. À l'intérieur de ces cartons, des aliments prélevés dans le commerce par des inspecteurs de la répression des fraudes. Du coup, pour ces ingénieurs de l'INRA, le travail peut commencer. Des recherches pour détecter si, par exemple, ces barres chocolatées ont été ou non fabriquées à partir de maïs ou de soja génétiquement modifié. Pour y parvenir, il faut aller au cœur de la matière, dans l'ADN du produit. Peut-être s'y trouve-t-il caché l'un des 200 transgènes connus sur la planète. Toute une collection contenue dans ces tubes et qui va servir de référence pour détecter les modifications génétiques. Cette collection nous est bien souvent fournie par l'intermédiaire des semenciers qui normalement sont tenus de déposer la totalité des éléments contenus dans la construction génique, c'est-à-dire la totalité des éléments concernant le transgène, au moment de l'autorisation de mise sur le marché. Grâce à ce procédé, les chercheurs peuvent retrouver avec certitude la présence même infime d'un transgène, comme ici pour ce maïs. Seulement voilà, tous les pays ne jouent pas la transparence. Certains organismes génétiquement modifiés, mis au point en Asie notamment, n'ont pas été répertoriés. Impossible donc de repérer s'ils ont servi à la fabrication d'un aliment vendu en France. Autre difficulté,
le mode de fabrication de certains aliments empêche toute détection. Ça va dépendre de la nature du produit, selon leur degré de transformation. Si vous avez des huiles, des sucres, des plats cuisinés qui ont subi tout un tas de transformations, de purification, on ne va plus être à même de détecter l'ADN. D'ici la fin de l'année, les laboratoires publieront une liste de produits dont l'éventuelle modification génétique est impossible à prouver. Mais dans les rayons des magasins, rien ne sera prévu pour en informer les consommateurs. 21 pays ont décidé d'associer leur police pour procéder à l'arrestation d'une centaine de personnes constituant un réseau de pédophiles diffusant des images pornographiques d'enfants sur Internet. L'opération s'est déroulée aussi bien aux États-Unis, dans 22 États, qu'en Scandinavie, en Australie et dans plusieurs autres pays européens, dont la France. Des dizaines de milliers d'images ont été saisies. Commentaire Agnès Varamian et Philippe Visserias. Des CD-ROM, des disquettes informatiques et des cassettes vidéo saisies en Allemagne. Pour arriver jusqu'à ce matériel, les enquêteurs n'ont d'abord eu qu'une adresse Internet. Il leur a donc fallu plusieurs semaines pour identifier ceux qui se cachaient derrière les écrans d'ordinateur. 2 hommes ont finalement été interpellés en Allemagne, mais l'opération a touché 21 pays. 100 personnes ont été arrêtées, une trentaine aux États-Unis, 4 en France, tout à la fois consommateurs et fournisseurs du réseau, selon la police française. Pour accéder au réseau, il fallait d'abord fournir de très nombreuses images. Donc il fallait déjà avoir un potentiel ou une personnalité particulière. 100 000 images à caractère pédophile ont été en tout saisies. L'enquête a débuté en Angleterre, où les autorités affirment que les enfants photographiés étaient des proches des membres du réseau. Certains n'avaient pas 2 ans. Il y a beaucoup d'enfants maltraités dans cette affaire. Il faut qu'on les retrouve maintenant pour leur porter assistance et protection le plus vite possible. Les utilisateurs du réseau ne se connaissaient pas entre eux et agissaient sans beaucoup se méfier. Répressive, cette opération internationale se veut donc aussi dissuasive. À Bruxelles ce matin, première journée d'un procès de corruption présumé impliquant l'industriel Serge Dassault ainsi que l'ancien secrétaire général de l'OTAN, le Belge Willy Claes. 2 sociétés d'armement, Agusta et Dassault, sont mises en cause dans le versement de pots de vin de millions de dollars aux socialistes belges, et cela afin de remporter des contrats. Reportage à Bruxelles de nos envoyés spéciaux Olivier Caroff et Emmanuel Beck. Serge Dassault s'est-il rendu coupable de corruption? La réponse, définitive et sans appel, viendra de ces 15 magistrats belges. Depuis ce matin, l'industriel français comparaît devant eux pour une affaire de commissions occultes lors d'une vente d'armes. À ses côtés, sur le banc des accusés, pas moins de 10 anciens hauts responsables du gouvernement belge, des partis socialistes wallons et flamands, et même un ancien secrétaire général de l'OTAN, Willy Claes. Pour Serge Dassault, arrivé bien plus discrètement au palais de justice, les ennuis ont commencé il y a 3 ans, lorsqu'un juge d'instruction belge vient perquisitionner le siège de son groupe. Ce magistrat fait partie d'une équipe d'enquêteurs chargée d'élucider un meurtre commis en 91, celui d'André Coles, un vice-premier ministre socialiste qui comptait beaucoup d'ennemis. Parmi eux Agusta, un fabricant d'hélicoptères italien dont on retrouve l'argent sur les comptes en banque de certains socialistes. C'est en épluchant leur relevé bancaire que les enquêteurs découvrent un autre marché suspect, remporté cette fois par Dassault, 1 milliard de francs pour moderniser les avions de chasse belges. En échange, l'avionneur aurait payé 20 millions de francs de commission. Parmi les accusés, un homme affirme même avoir été payé en liquide par un cadre de chez Dassault. Mais aujourd'hui, on n'en était qu'au préliminaire. Comment s'est comporté M. Dassault ce matin? Écoutez, on était sur un banc et donc M. Dassault était à un autre bout du banc et donc j'ai pas pu remarquer la façon dont il s'est comporté. Voilà. Quelle est l'ambiance entre les inculpés? Vous êtes parlé? Une ambiance de gens civilisés et courtois. Le ton restera-t-il le même pendant les longues semaines que doit durer ce procès? On peut en douter. D'autant que pour Serge Dassault, c'est avant tout l'image de son entreprise qui est en jeu dans un monde, celui des fabricants d'armes, où le versement de commissions occultes est, paraît-il, monnaie courante. Se faire condamner pour corruption pourrait relever au mieux de la maladresse, au pire de la faute professionnelle. Et en matière judiciaire, j'ajoute 2 informations. La libération annoncée pour vendredi d'Omar Haddad. L'information n'est pas confirmée par le ministère de la Justice. Omar Haddad avait été condamné à 18 ans de réclusion criminelle en 1994 pour le meurtre de Mme Ghislaine Marchal, commis en 1991. Omar Haddad a toujours nié les faits. Et puis le policier de la brigade anticriminelle de Tarbes qui a tué par balle un homme lundi soir dans cette ville a été mis en examen aujourd'hui pour homicide volontaire. Le policier a été écroué.
Exclusion de Charles Millon et de Jean-Pierre Soisson du groupe UDF Alliance de l'Assemblée nationale. Le comité exécutif de ce groupe, présidé par Philippe Douste-Blazy, estimait qu'ils ne suivaient pas la ligne politique de l'UDF, c'est-à-dire ni alliance, ni connivence, ni compromis avec le Front National. À 19h, vous le voyez, le bureau provisoire de l'Alliance, qui rassemble le RPR, l'UDF et Démocratie Libérale, se réunissait au siège du RPR avec François Bayrou, François Léotard et M. Alain Madelin. Charles Millon, bonsoir. Ça vous fait quoi d'être exclu du groupe parlementaire UDF? Tout d'abord, je voudrais vous dire que très franchement, j'aurais préféré venir sur ce plateau dans d'autres circonstances, car je crois que tous ces petits jeux partisans, ces exclusions, ces ostracismes sont en train de donner une image de la politique qui scandalise nos concitoyens. Enfin, vous avez joué à ces petits jeux vous aussi pendant un moment, vous avez fait partie des partis politiques. Non, je ne crois pas avoir joué avec ces petits jeux. J'ai été président du groupe UDF durant 6 ans et on s'occupait du chômage, on s'occupait de la rentrée scolaire, on s'occupait du système éducatif. Et là, justement, alors ce sont vos amis qui vous excluent, ça vous fait quoi? Je suis attristé, j'ai été président du groupe durant 6 ans, j'y compte beaucoup d'amis dans ce groupe, et puis je suis surtout choqué de la procédure. Le parti UDF, c'est Union pour la démocratie française, c'est un parti donc démocratique. Or là, j'ai été exclu comme un malpropre, sans être écouté, sans être entendu, ni par le bureau exécutif, ni par le groupe. M. Douste-Blazy, c'est un de vos amis politiques. Il dit que vous êtes en pleine connivence avec l'extrême droite, avec le Front National, et que ça, c'est pas admissible. Vous lui répondez quoi? Je réponds qu'il a tort. Il a qu'à venir voir ce qui se passe dans la région Rhône-Alpes. Il y a un président qui a été élu sur son programme, qui est le programme qui a été présenté par les listes RPR, UDF non inscrites. Ce programme est mis en œuvre sans aucune... Difficilement quand même. Non, pas du tout difficilement. Notamment sur le plan culturel, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan culturel? Notamment la Biennale, on va pas La Biennale de la danse, elle a obtenu 1 million de subventions de la région Rhône-Alpes. Personne ne l'a dit. 1 million de subventions. Qu'est-ce que c'est qui n'a pas été subventionné? C'est le défilé. Donc la Biennale, elle a été subventionnée. Et qu'à peu près 97% des décisions que j'ai soumises au Conseil régional ont jusqu'à maintenant été votées. C'est ce qu'a démontré la dernière commission permanente. Alors, monsieur Millon, Monsieur Douste-Blazy a tort, Monsieur Raymond Barre a tort, Monsieur Alain Juppé a tort, Monsieur Chirac a tort. Ils ont tous tort. Vous avez raison contre tous. Non, mais j'aimerais bien qu'ils fassent une analyse politique. Non, mais est-ce que vous pouvez avoir raison contre tout le monde? Moi, je vais faire une analyse politique. Actuellement, il y a environ 15% de Français qui votent soit protestataires, soit extrémistes. C'est des gens qui sont amers, déçus, qui votent pour une formation qui, par certains aspects, a des comportements... Et vous dites, je vais les récupérer. Pas du tout. Ces gens-là, ils votent. Ces gens-là, ils votent pour des conseillers régionaux. Ces conseillers régionaux, ils viennent dans une assemblée. Ces conseillers régionaux, ils préfèrent telle personne à telle autre. Il n'y a ni négociation, ni accord. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on ne va pas répondre à l'attente de ces gens-là? Est-ce qu'on va, dans notre pays, ostraciser tout un électorat? Je réponds non. Je pense que ces gens qui sont amers, déçus, révoltés, eh bien, ils doivent aujourd'hui avoir une réponse des hommes politiques. Votre démarche, vous n'auriez pas pu la faire en restant au sein de l'UDF, c'est-à-dire en ayant la même ligne que vos amis politiques? Pourquoi est-ce que vous vous mettez à part, vous créez un mouvement politique à part? C'est eux qui me mettent à part. Moi, personnellement... C'est vous qui avez créé la droite. Non, mais attendez, la droite, je l'ai créée parce que je pense qu'aujourd'hui, tous les problèmes qui se passent, et ceux qui se passent aujourd'hui à l'Alliance, qui est un accord d'état-major, tous les problèmes que ressent l'électorat, c'est-à-dire l'éloignement du monde politique de leurs problèmes, sont la conséquence d'un éparpillement, d'une division et d'une sclérose de la droite. J'ai toujours été favorable à une grande formation unique de la droite. Et je suis décidé à tout mettre en œuvre pour faire 3 choses. 1, pour changer le comportement politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on soit modeste, qu'on sache écouter les gens, à force d'avoir que ces hommes politiques... C'est la méthode Jospin, alors. Mais la méthode des hommes politiques qui écoutent, qu'on soit honnête, ce serait intéressant. Pourquoi vous pensez que courageux. Messieurs Juppé, Douste-Blazy, Raymond Barre sont pas honnêtes? Non, mais je ne suis pas là pour porter des jugements sur les personnes. Je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas là pour juger, exclure, ostraciser. Mais si vous n'êtes pas comme les autres, ça veut dire que vous êtes meilleur que les autres? Non, non. Je suis là pour définir une méthode. Je veux, premièrement, un nouveau comportement politique. Car à partir de ce moment-là, nos électeurs nous écouteront. 2, je pense qu'il faut qu'on soit de droite et qu'on ne soit pas complexé d'être de droite. Alors en même temps, vous avez déclaré au mensuel Lyon-Mag, là... Je suis de droite, j'ai des convictions de droite, je crois en un certain nombre de choses, telles que la liberté d'initiative, telles que l'égalité des chances. Je crois qu'il y a des communautés qu'il convient de renforcer dans notre société, telles que la famille, l'entreprise, la commune. Tout le monde est d'accord là-dessus. Attendez, mais dans ce cas-là, il faut le faire. Dans ce cas-là, il faut le faire pratiquement.
Alors, il faut répondre aux aspirations des Monsieur gens. Billon, vous avez déclaré dans le mensuel Lyon Mag que vous ne vouliez pas d'alliance de la droite avec le Front National. Oui, parce que je suis contre le régime des partis. Mais Ça donc, ne m'intéresse pas. Mais pourtant, dans votre mouvement, notamment je pense à M. Poniatowski, M. Griotret, ils sont pour une alliance avec le Front National. Attends, mais moi, je m'appelle Charles Millon, jusqu'à maintenant. Donc, je vous dis, ma position qui est claire, je suis pour la constitution d'une grande formation unique de la droite en France, car je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, comme cela se passe en Angleterre, comme cela se passe en Allemagne, comme cela se passe en Espagne, vous aurez une grande formation où vous aurez une pluralité d'opinions qui, au lieu de se quereller pour savoir qui va être chef de l'intergroupe, qui va être patron de tel mouvement, s'occupera des problèmes des Français. Les Français, ils en ont marre. Ils aimeraient qu'on s'occupe de la sécurité dans leur quartier, qu'on s'occupe de la réforme du système éducatif. Tout le monde le dit, Monsieur Millon. Oui, eh bien, dans ce cas-là, il faut le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris des décisions au niveau du Conseil régional. Je me suis fait élire sur un programme. Je me suis engagé vis-à-vis des électeurs. Et les électeurs, quand je parcourais les banlieues et les régions de Rhône-Alpes, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient: les engagements que vous allez prendre, là, que vous prenez, est-ce que vous allez les tenir? Eh bien, je leur réponds: oui, je les tiens. Un point, c'est tout. Merci, monsieur. Campagne électorale en ce moment même à Toulon. 7 candidats se disputent l'honneur de siéger à l'Assemblée nationale pour représenter les électeurs de la première circonscription du Var. Les 2 tours de cette élection sont prévus les 20 et 27 septembre prochains. Le Conseil constitutionnel avait invalidé l'élection de la socialiste Mme Odette Casanova à la suite de la diffusion d'une séquence dans une émission de Canal+, appelant à faire barrage à la candidate du Front National, l'épouse du maire de Toulon, Mme Sandrine Le Chevalier. Reportage à Toulon sur cette campagne particulière, Michael Darmon et Yann Streff. Et de 3 campagnes à Toulon en un peu plus d'1 an, et voilà Odette Casanova devenue experte en aménagement de permanence électorale. En plus, c'est assorti, tu as vu? Les listes électorales sont apportées. Ça, c'est important. Ensuite, ça, c'est les copies, le fax, bureau de vote. les bureaux de vote, et ça, c'est le mandataire financier. D'accord. Voilà. Le 3 mai dernier, elle battait la candidate du Front National avec seulement 33 voix d'avance, une élection annulée fin juillet. Aujourd'hui, la gauche plurielle s'apprête une nouvelle fois à affronter Sandrine Le Chevalier. On se serait passé de celle-là parce qu'on trouve qu'on avait gagné et qu'on avait gagné légitimement. La preuve, c'est que c'est reconnu par le Conseil constitutionnel qu'on n'a commis aucune faute. Mais nous repartons confiants et décidés. Gauche plurielle et droite divisée, rien n'a changé à Toulon. Et le candidat RPR-UDF éclaire ici d'un jour nouveau les divisions de la droite. Marc Bell va tenter de rassembler cette partie de l'électorat qui veut se rapprocher de Charles Millon. Je pense que la sensibilité qu'incarne aujourd'hui Charles Millon est une composante de la droite, et de la droite à Toulon. Et Charles Millon s'est exprimé très clairement là-dessus. Il soutient le candidat de l'Alliance. Mais son parcours d'ancien dissident ne plaît pas ici à sa famille politique qui le considère comme un candidat devant faire ses preuves. Si demain il gagne cette élection législative, il sera d'une manière incontestable le leader de la droite. Par contre, dans le cas contraire, il faudra certainement qu'il apprenne l'humilité et que la droite apprenne à se reconstruire et à travailler ensemble. Ça porte malheur de dire ça. Mais non, mais c'est gagné d'avance. C'est dans les couloirs du congrès d'été que Sandrine Le Chevalier a reçu ses premiers soutiens politiques. L'épouse du maire de Toulon est toujours persuadée que le FN est capable ici de séduire l'électorat de droite. Je suis absolument certaine que M. Marbet fera voter socialo-communiste parce que c'est un homme de gauche. Mais son électorat, j'ai confiance en l'électorat de Marbet, qui aujourd'hui a compris. Premier tour dimanche 20 septembre dans une ville qui devient peu à peu le laboratoire des problèmes de la droite face au Front National. La proposition de loi sur le pacte civil de solidarité sera bien présentée au Parlement le 9 octobre prochain, après son adoption en Conseil des ministres aujourd'hui. Cette proposition vise à donner un cadre juridique et fiscal aux couples non mariés. Le président de la République, M. Jacques Chirac, est arrivé cet après-midi à Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'est la première fois qu'un chef de l'État français se rend dans ce pays, dont l'indépendance remonte à août 91. En Ukraine, on craint déjà les retombées de la crise russe et certains symboles du passé communiste ne sont pas effacés. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Dans un square abandonné en plein cœur de Kiev, la statue de Lénine est déboulonnée. Pourtant, 7 ans après la proclamation de son indépendance, l'Ukraine, dont l'économie demeure liée à plus de 40% à l'économie russe, n'a jamais été aussi fragile. Sur les étalages des marchés, rien ne manque, mais les acheteurs sont inquiets et font de plus en plus attention. Les secteurs bancaires ukrainiens et russes sont totalement imbriqués et la crise financière russe pèse chaque jour plus lourd. Mais devant la Banque centrale, comme pour éviter la panique, les déclarations se veulent rassurantes.
La direction de la Banque nationale a pris des mesures. Ici, la monnaie est stable et les gens ont confiance. Moi, je suis un citoyen d'Ukraine comme les autres, et rien ne me fait penser qu'il y aura une dévaluation. Dans ce contexte, la visite du président de la République tombe plutôt mal. La France plaide auprès du FMI pour le maintien d'un soutien financier indispensable pour éviter la faillite de l'Ukraine. Mais en contrepartie, Jacques Chirac vient aujourd'hui réaffirmer la nécessité absolue de poursuivre les réformes vers plus de démocratie et une économie ouverte. L'Ukraine rêve de s'associer à l'Union européenne et dans ce domaine aussi compte sur le soutien français malgré toutes ces difficultés. Vendredi dernier, le ministre des Finances ukrainien, après avoir rencontré le directeur du FMI, confiait qu'une dévaluation en Ukraine était plus que probable. Il n'excluait même pas qu'elle puisse intervenir pendant le séjour du président Jacques Chirac. Et suite des montagnes russes boursières, aujourd'hui à Paris la hausse était de 2,29%, les gains à Francfort de 3,7% et aux États-Unis l'indice de la bourse de New York était également à la hausse à mi-séance. À Moscou, la Banque centrale de Russie a l'intention de suspendre les activités de 5 grandes banques commerciales. Et tandis que s'achevait la visite du président américain Bill Clinton, que le président Helsinki affirmait que les réformes seraient menées jusqu'au bout, le général Alexandre Lebed estimait ce matin que la situation dans son pays était pire qu'en 1917. Commentaire Gérard Grisbeck. Une démarche d'automate. À voir Boris Yeltsin aujourd'hui, on se croyait revenu au temps de Brejnev sur la fin. La signature des 2 accords de désarmement a été laborieuse, la conférence de presse commune aussi. Première gaffe, Boris Yeltsin a parlé d'un prochain sommet de l'OTAN à Varsovie. Ce sommet n'a jamais été programmé. Et lorsqu'un journaliste l'interroge sur l'avenir de son Premier ministre, je dois dire que nous aurons encore beaucoup d'événements avant d'atteindre ces résultats. Comprenne qui pourra, le président américain est effaré devant un tel charabia, les journalistes préfèrent en rire. Bill Clinton lui a rappelé que la Russie devait poursuivre son chemin sur la voie des réformes. Combien de temps faudra-t-il pour redresser la situation ? Cela dépend de vous, de ce qui se fera ici, pas de l'étranger. S'il y a un clair engagement vers les réformes, alors je ferai tout mon possible pour accélérer un soutien extérieur. Le chef du Parti communiste, Gennady Zyuganov, a été reçu par Bill Clinton avec d'ailleurs une douzaine de parlementaires, dont le fameux général Lebed, qui n'a pas mâché ses mots. L'armée pourrait se montrer agressive, a-t-il dit, si l'actuel bras de fer politique débouchait sur une confrontation ouverte. Dans la vie quotidienne, les Russes apprennent jour après jour de nouvelles hausses de tarifs, depuis les produits alimentaires jusqu'aux tickets de métro. Ce qui fait craindre chez certains hommes politiques à Moscou des réactions de mécontentement populaire graves. Reportage à Moscou de notre correspondant permanent Gilles Rabin sur les conséquences de cette crise économique en pleine rentrée scolaire. Pour son cartable, elle a choisi Anastasia. Sa copine, elle, a choisi Walt Disney. Éternelle querelle Est-Ouest. Moi, j'ai une poche en plus avec un velcro. En Russie, la rentrée scolaire, c'est toujours le 1er septembre. Et c'est toujours un jour de fête, la journée du savoir. Mais cette année, la fête est gâchée, et pas seulement à cause de la pluie. C'est trop cher si tu veux tout acheter d'un coup. Nous, on a gardé des choses de l'année dernière. On a gardé la vieille habitude soviétique de tout acheter d'avance. On a acheté avant la dévaluation, donc cette année, pour nous, ça va. Mais la plupart des autres ont été pris de court par la dévaluation, survenue en plein mois d'août, alors que les familles russes sont traditionnellement en vacances, pour la plupart à la datcha, à la campagne. Tout est cher. Si vous voulez un minimum de qualité, c'est inaccessible. On a juste regardé les prix. En Russie, le premier jour d'école, on vient habillé comme pour un dimanche. Alors que les moyens viennent juste de rentrer dans leur classe, les ados les plus grands sont déjà en cours, la crise économique, ils connaissent déjà. Avant, à la maison, on achetait ce qui était bon, plus maintenant, on achète ce qui est moins cher. Pour dire l'impact de la crise économique sur sa vie, Louisa, la prof, n'a pas voulu parler devant ses élèves. J'ai 2 collègues qui font maintenant femme de ménage. En 1 heure et demie, elles gagnent autant que moi en un mois. C'est comme ça. Les professeurs sont sous-payés, mais en Russie, ils sont toujours respectés. C'est pourquoi on leur offre des fleurs.
À partir d'aujourd'hui, dit la directrice, vous commencez le grand voyage vers le monde des adultes. Les États-Unis avaient justifié le récent bombardement de l'usine de Khartoum au Soudan en affirmant que cette usine, celle-ci, fabriquait des composants d'armes chimiques. Ils n'en sont plus certains. Un responsable des services de renseignement américains a déclaré aujourd'hui ignorer si le composant chimique était bien produit dans cette usine ou seulement entreposé ou bien encore renversé. Le bombardement américain du 20 août de Khartoum avait fait 17 morts, une trentaine de blessés et 300 disparus selon les autorités soudanaises. La compagnie aérienne américaine Northwest Airlines vient de procéder à un licenciement massif de 27 500 personnes licenciées, soit la moitié de ses effectifs, les négociations entre la direction de Northwest Airlines et les pilotes n'ayant pas abouti. En France, ce début du mois de septembre marque la fin d'une nouvelle période de travail pour ceux que l'on appelle les saisonniers. L'ancien ministre Anicet Le Pors rédige en ce moment un rapport à la demande du gouvernement sur les conditions de travail des saisonniers. Ils seraient entre 500 et 800 000. Souvent en situation précaire. Voici deux histoires qui le démontrent. Reportage Sébastien Vibert et Nathalie Gallet. L'hiver dernier, à Courchevel, Julien a partagé son temps entre l'air pur des montagnes et les odeurs grasses de cuisine. 5 mois intensifs, commis dans un restaurant. Fin avril, Julien est rentré au pays, golfe du Morbihan en Bretagne. Ici, sur l'île aux Moines, c'est la 3e année qu'il vient travailler à 2 pas de chez lui pour la saison d'été cette fois. L'hiver, l'été, 2 périodes que les saisonniers comme Julien consacrent presque entièrement au travail. Certains, c'était à 9 h le matin, ils vont à fond au boulot, le service, après ils vont se reposer parce que bon, ils sont sortis le soir, ils reprennent le boulot et après c'est fini à minuit pour refaire la fête et ça s'enchaîne comme ça. Et c'est vrai qu'à un moment tu ne suis plus quoi. Surtout quand tu n'as pas de jour de congé pendant 5 mois, c'est pas évident, quoi. Ici, le patron est régulier. Julien prendra bien ses congés et touchera son salaire, 5 600 francs net, plus une rallonge consentie par le patron. Un patron, pourtant, qui avoue demander parfois à ses 14 saisonniers davantage que les 43 heures légales hebdomadaires fixées dans la profession. C'est pour ça que j'essaye de faire des horaires quand même assez carrés. Il y a 1 heure d'arrivée, 1 heure de départ. Bon, en restauration, il y a toujours un quart d'heure, une demi-heure de battement, on ne sait jamais suivant le monde qu'il y a. Et c'est vrai que pour le salaire qu'ils ont, ils sont toujours dessus, 1 jour de repos par semaine. Horaires lourds, contrats précaires, bas salaire, les saisonniers n'ont pas la vie facile. Beaucoup l'acceptent, faute de mieux, ou pour partir quelques mois en vacances à l'automne. Julien ira certainement faire du surf, au Maroc ou ailleurs. Il n'a que 20 ans et le rythme du saisonnier lui convient, pour l'instant. Mathieu, lui, travaille à Cap-Breton. À 25 ans, il a déjà 5 années de saisonnier derrière lui. Sa demi-journée de repos, il l'a passé à dormir. On ne peut pas avoir un rythme normal, une vie normale, puisque pendant 4 mois on bosse, on ne fait que ça, et après on passe de tout au rien en fait. Donc c'est pas bon, on a un mauvais équilibre. Et puis bon, même au bout de 5 ans, je pense que j'ai fait le tour aussi. Et bon, ça suffit quoi. Beaucoup de lassitude, mais il y a l'argent. Grâce au pourboire, il double quelquefois son salaire de 6 500 francs net. Ça reste pourtant inférieur à ce qu'a pu connaître Lirio, son responsable, saisonnier depuis 20 ans. On leur demande de se payer les loyers, mais comme ils gagnent 5 000 francs, comment voulez-vous qu'on se paye un loyer à 2 500 francs quand on gagne 5 000 francs? Nous, à l'époque, le SMIC était qu'à 3 000, mais on gagnait 15 ou 18 000, donc on se payait un loyer, quoi. Le patron, de son côté, assure qu'il ne peut guère améliorer la situation de ses salariés. Il faut à un moment donné qu'on nous aide, parce que pour embaucher aujourd'hui, en restauration, nous sommes à 35 à 40% de masse salariale par rapport à nos chiffres d'affaires. Si les prochaines embauches se font sur les mêmes bases, nous ne pourrons pas embaucher. Le gouvernement a commandé un rapport pour la fin de l'année. Alarmiste sur leur situation sociale, le rapport devrait proposer aux saisonniers un statut particulier, tentative de rempart à leur fragilité. Ce soir, ce sont les dernières heures de vacances, je ne devrais pas dire ça avec le sourire, avant la rentrée scolaire demain matin pour les élèves des écoles primaires et des collèges. Selon une enquête que publie le journal Mon Quotidien, 4 élèves sur 5 se disent contents de rentrer en classe. Mais ce passage du statut de vacancier à celui d'élève ne se fait pas toujours facilement. Les rythmes biologiques sont évidemment différents. Exemple avec ce petit garçon qui entre en cours élémentaire première année. Le reportage est de Benoît Thévenet et Dominique Bonnet. Fin de vacances et dernière partie de pétanque multicolore,
pour Alexandre, 7 ans, et sa petite sœur Lucie, âgée de 4 ans. Alexandre est un petit garçon peu contrariant, il n'est pas inquiet pour sa rentrée, et entre vacances et école, il ne choisit pas. Tu préfères quoi toi, les vacances ou l'école? Les deux, l'école et les vacances. Il aime les deux, mais Alexandre ne s'est pas encore aperçu des mauvaises habitudes qu'il a prises chez sa grand-mère. Il dort jamais avant 11h, 11h30, parfois même minuit, c'est peut-être pas très indiqué. Mais enfin voilà son rythme de vie au Sable d'Olonne, quoi, quand il vient en vacances avec moi. Bref, l'été, la vie d'Alex change du tout au tout. Il se couche tard, fait la grasse matinée, beaucoup d'activités physiques et grignote toute la journée. Résultat, le jambon et les pommes de terre restent dans l'assiette. Les habitudes sont rompues, donc on n'est plus dans des menus, je dirais, traditionnels. À telle heure, il faut manger pour respecter les horaires. Donc, il a mangé tout à l'heure sur la plage, une glace, un croissant. Et puis, bon, c'est vrai qu'à 8h, 8h30 du soir, c'est trop tôt pour recommencer de nouveau, je dirais, un repas normal. Mais Alexandre ne perd pas le nord. 2 heures plus tard, il engloutit une nouvelle glace. Ce soir-là, il se couche à 23h, presque raisonnable. 3 jours plus tard, c'est la veille de la rentrée. Et aujourd'hui, tout le monde au lit à 21h. Un changement d'habitude pas facile à faire admettre du jour au lendemain. C'est plus le coucher qui posera problème, parce que bon, le lever, à la limite, que l'enfant se lève un petit peu plus tôt, c'est aussi bien. Il a le temps de prendre son petit déjeuner et de se mettre en condition pour l'école. Donc c'est essentiellement le soir qui posera un peu plus de problèmes. Le lendemain matin, reprendre l'année scolaire, c'est retrouver une régularité de vie et quelques rituels pour aller dormir. Le lendemain, tout le monde paraît en forme, mais ce n'est qu'une illusion. on peut comparer le changement de rythme au retour des vacances avec les changements de rythme également quand nous changeons d'heure à l'automne et au printemps. Selon son âge, un enfant a besoin de dormir 10 à 12 heures par nuit. Un sommeil indispensable pour réactiver les acquis de l'an dernier que 2 mois de vacances ont repoussé en partie au fond de la mémoire. Sport, du tennis. Dès le premier tour éliminatoire du tournoi de l'US Open à New York, le Français Cédric Pioline a été éliminé en 5-7 par le Suédois Jonas Björkman, demi-finaliste l'an dernier. Qualification en revanche des Français Jérôme Golmar, Fabrice Santoro ainsi que d'Arnaud Di Pasquale, le Français champion du monde junior. Et puis Pascal Guimier me signale que Bernd Karbarer, l'Allemand, a battu le tête de série, le Tchèque Korda. Johnny Hallyday au Stade de France pour 3 spectacles exceptionnels vendredi, samedi et dimanche. Johnny Hallyday, dont le magazine Optimum que j'ai ici, confesse qu'il n'aime pas les gens qui vivent de manière étriquée. Ce sont des gens sans folie, ils voient tout en petit, dit-il. Et Johnny Hallyday de faire le contraire, puisque dans le Stade de France, où l'équipe d'Aimé Jacquet fut sacrée championne du monde, il se produira devant 200 000 personnes au total. Et pour arriver dans ce stade, il utilisera la voie des airs, avec l'autorisation de la Direction générale de l'aviation civile, du consortium du Stade de France et l'habileté d'un pilote remarquable, Franck Arestier. Johnny Hallyday embarquera aux côtés de Michel Drucker en hélicoptère. Alors il y a très peu de temps, avec Michel Drucker, eh bien, nous avons enregistré, c'est une exclusivité, la répétition de cette ouverture du spectacle de Johnny Hallyday, une véritable première. C'est en effet, cher Claude Sérillon, une grande première que les spectateurs du Stade de France vont vivre vendredi, samedi et dimanche soir entre 20h30 et 20h45. Johnny ne fait pas les choses comme tout le monde, le lieu est magique, il est mythique, c'est le stade des champions du monde. Je n'ai été que le modeste artisan de cette arrivée. Johnny, il y a quelques mois, tu tenais vraiment à arriver par la voie des airs. Maintenant, tu ne peux plus reculer. Comment tu te sens? C'est une répétition. Non, ça va, tout va bien. Ouais. Oui, tout va bien. J'ai toujours aimé les émotions fortes, donc je suis servi. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage. Toutes tes entrées dans tes spectacles ont été à chaque fois très différentes. Il y a eu une main, il y a eu beaucoup de... J'ai toujours essayé de choisir mes entrées et puis mes sorties. C'est sur les conseils d'ailleurs, quand j'étais môme, de ce que m'avait dit Maurice Chevalier. Il m'a dit, bon, il m'appelait le môme. Alors il me disait, môme, soigne tes entrées, soigne tes sorties, au milieu, eh ben, fais ton métier.
toute préparation, c'est quand même des mois et des mois de préparation pour 3 jours, et puis finalement ça arrive très vite, et puis ça passe très vite. Oui. Alors c'est vrai que c'est une double concentration, parce que c'est quand même une épreuve d'arriver au-dessus d'un stade en hélico, et après il faut chanter pendant 2h30. Oui, je dirais même un peu plus longtemps que 2h30, mais... Bah oui, bah écoute, après ça devient un plaisir de chanter de toute façon. Voilà, les images sont de Christophe Hérault, et merci à notre complice Michel Drucker. Je vous conseille d'utiliser le RER, ce sera plus pratique comme pour les matchs de foot, pour se rendre au Stade de France. Et puis vous signale qu'Envoyé spécial évoquera très longuement Johnny Hallyday le 17 septembre prochain. Fin de cette édition, je vous rappelle 2 informations que nous avons développées dans ce journal. L'opération de police menée dans 21 pays dans le monde contre un réseau de pédophiles utilisant Internet. Une centaine de personnes arrêtées, des dizaines de milliers de photos. Puis Charles Millon, exclu du groupe UDF Parlement, dénonce le petit jeu d'appareil et rappelle qu'il n'a pas été entendu par ses anciens amis de l'UDF. Dans un instant, la météo. Isabelle Martinet nous attend avec un temps maussade. Et puis Gérard Klein dans l'Instit. Le dernier journal sera présenté par Florence Duprat vers 0h20. Demain à 7h50, Yannick Le Tranchant recevra pour les 4 vérités Didier Quillot, qui est le directeur commercial France Télécom Mobile. À demain 20h. Bonsoir. Merci.